Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle et hop. Attends, je suis en train de prendre un jeu. Voilà. Générale intemporelle et voilà, prenez vraiment ce qui résonne au moment où ça résonne. Allez, on va aller rencontrer votre moi du futur. Hop. J'aime bien de temps en temps ça. Alors, on a ce premier tas de cartes. Et oups. Et le deuxième. Alors, on va déjà prendre 2 cartes violettes. Hop, la première, celle-là. Et la deuxième, on va la faire sortir. Hop. Parfait. Celle-là. Qu'est-ce qu'on a en dos? Voilà, ici. Ok. Moi, ce qui est intéressant ici, tu vois, j'étais en train de me demander, je vais vous partager en même temps ce que j'ai dans la tête. J'étais en train de me demander comment ça se fait qu'on ait une toile que je trouve belle, tu vois, quelque chose de lumineux, de presque féerique. On peut voir, voilà, chacun voit ce qu'il voit. Où il y a quelque chose, une peinture en tout cas, qui est créative, qui est libre, qui est vivante, avec peut-être un côté sauvage, instinctif, quelque chose en fait de vivant, véritablement d'incarné à cet être pensant qui se fait des nœuds sur le temps, sur peut-être comment bien faire les choses, l'organisation, faire ceci, faire cela. En fait, comment on est passé de cet être libre et vivant à cet être conditionné et dans les injonctions à bien faire les choses, à être dans le mental. Et justement, je sais pas, voilà, pour vous, moi ça me fait penser à une rose. Et on se dit toutes les épines qui sont derrière parce qu'il y a toutes ces injonctions, ces ordres inconscients qui, pour être une bonne personne, pour être acceptée, pour réussir, il y a besoin en fait de réagir d'une certaine façon et il y a besoin de se comporter d'une certaine façon, de ressentir, d'être, etc., etc. Et en fait, c'est cette mise à nu, cette brutalité, cet être, l'innocence peut-être, de se dire, si je n'avais pas été conditionnée, qui serais-je aujourd'hui? Peut-être cet état de nature qu'on voit un peu dans la philosophie. Et voilà, j'ai envie d'aller explorer ça alors. Hop, on va mettre ça là. Hop, tu sais quoi? On va mettre ça ici, comme ça. Et on va aller voir ici, justement, cette question un petit peu fondamentale. Comment retrouver justement cette fraîcheur de vivre Oreo chewing gum? Tu vois, conditionnement par les pubs. Ça me fait penser à un épisode de Black Mirror où une femme en même temps se fait virer de son travail parce que justement elle dit des pubs automatiquement par justement son cerveau. Je sais plus quel est cet épisode, mais en tout cas c'est ce truc un peu les pubs nous conditionnent le cerveau à Carglass répare, Carglass remplace,
nous fait la chaque petit usage. Et je suis sûre que vous, si vous pensez, vous avez aussi tout ce truc de ah oui, ça peut sortir facilement, ces slogans, ces trucs qui nous rentrent en fait dans la tête de manière plus ou moins consciente et qui finalement formatent aussi notre façon de penser, notre façon de faire et notre façon de percevoir. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'un homme? J'aime bien la chanson là de Vita et c'est quoi un homme quand il bat? Ok, j'ai pas du tout la chanson, mais elle est intéressante. C'est quoi une femme? Voilà. Donc on va voir un petit peu ces petites réflexions du moment. Qui serions-nous sans ce conditionnement à être parfait? Quoi d'autre comme question? Et comment revenir en fait à cet état de nature, cet état naturel, notre moi? On parle en psycho un petit peu, là, en psycho, je sais pas, en développement personnel, cette meilleure version de nous-mêmes. Moi je dirais oui, cette mise à nu sans le conditionnement appris de qu'est-ce qu'une belle personne ou qu'est-ce qu'être mauvais en fait. Je sais pas dit d'une manière les plus les plus quoi, on s'en fout. Allez. On s'en bat les steaks. Allez, on va voir alors. Là, je vais mettre ça ici et ça ici. On va dire que au début, Adam et Ève se trouvaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient nus, ils étaient innocents, jusqu'à ce que la connaissance vienne perturber et troubler cette réalisation. Qui suis-je? Qui es-tu? Bref. Au commencement, il n'y avait rien, et pourtant, dans ce rien, il y avait le tout. Ok. Première carte que j'ai tirée, c'est justement cette corne d'abondance, mais sur le côté, en fait. C'est comme s'il y avait un pont entre soi et l'autre. L'enfer, c'est les autres de Sartre. Et finalement, si on tire un tout petit peu cette pensée, l'enfer, c'est les autres lorsque l'on se conforme ou que l'on s'adapte consciemment, inconsciemment à ce que l'on voudrait qu'ils soient, pour justement ne pas les perdre, pour les convaincre de notre valeur et pour justement s'adapter à leurs besoins. L'amour conditionnel, l'amour adaptatif. Et ce qui est intéressant ici, c'est on a le 5, le 4, pardon. Le 4 qui, pour moi, représente la stabilité. Et justement, si on est dans un mode survie, la stabilité, c'est se conformer à ce qui est attendu de moi. Donc, comment en fait garantir à notre système nerveux et système interne, tu es toujours en sécurité en étant toi-même, sans passer par la case suradaptatif, adaptatif. Donc c'est ça, c'est ce pont et cette transition en fait actuelle entre cette réalisation du soi entier, incarné et beau tel qu'il est, sans ces conditionnements, sans ce surplus en fait mal adaptatif. Donc on va aller regarder un petit peu le voyage
Moi, j'aime bien appeler ça des phrases. Un petit peu comme une phrase de musique. J'aime bien voir un petit peu ça comme une forme de partition. Donc, quelle symphonie joue pour nous à cet instant? Bien. Je dirais deux choses. C'est pour arriver en fait à ce nude, ce côté nu, et justement arriver aussi à ce côté déjà présent d'une forme d'abondance, parce que elle n'est peut-être pas encore 100%, mais elle n'est pas non plus à l'envers, c'est-à-dire qu'elle n'est pas 100% inconsciente et elle n'est pas encore 100% conscientisée. C'est un chemin et une grosse partie a déjà été faite. Donc, dans cette partie qui a été faite, il y a en fait ce côté toutes les vagues émotionnelles, tout ce qui a pu être appris en fait dans la douleur. Si j'ai été abandonnée, que j'ai cru que cet abandon était une malédiction, que j'ai cru que cet abandon créait véritablement une mort et un vide en soi. Le petit enfant ou la petite enfant que j'étais s'est senti en fait dévasté, a voulu peut-être surcompenser par la connaissance, par le savoir, par quelque chose de tangible. Donc ne pas vouloir ressentir les vagues émotionnelles que cet abandon a créé. La faille intérieure que ça a pu en fait engendrer en soi. Donc il y a eu ce détachement en fait émotionnel pour aller vers la connaissance, vers le travail, vers l'intellectualisation pour justement faire passer cette vague émotionnelle à travers une distance intellectuelle. C'est là où on voit justement les nœuds au cerveau, où tout en fait est concentré dans la raison, être raisonnable, raisonner dans la matière, la matérialisation, sans pour autant pouvoir revenir en fait au corps, au ressenti, au cœur, parce que justement il y a quelque chose qui peut ressembler à de l'effroi. Alors, ce torrent et cette vague émotionnelle a été donc déplacé dans quelque chose de plus contenant. Voilà. Sauf que ça a déplacé aussi la joie de vivre. Ça a déplacé les trésors qu'il y a en nous. Là, on voit, moi, ça me fait penser aux vacances, les cocotiers, la noix de coco fraîche, la liberté, surfer en fait sur les vagues, la mer. Donc finalement aussi ce va-et-vient de la vie. Si par exemple j'ai cette croyance limitante que l'abandon, je reprends le même exemple du début, que l'abandon que j'ai vécu, on a tous été abandonnés et ça a été plus ou moins souffrant ou douloureux et ça a créé plus ou moins en fait des croyances limitantes. Mais juste en fait partir d'une pièce à une autre est l'objet de l'abandon. Je t'abandonne ne serait-ce que pour aller dans la salle de bain, puisque je vais d'un espace à l'autre. Donc l'abandon, c'est un comportement. Je vais au travail, je t'abandonne pour la journée et je reviens le soir. Ou il y a des abandons plus durables par la mort ou par la séparation. Donc le comportement d'abandonner, on le vit tous les jours. Quand je quitte un travail, j'abandonne ce travail pour aller vers un autre travail. J'abandonne une situation pour aller vers une autre situation. Et en fait, hier, j'étais en train de regarder une conférence sur la compétence d'abandonner. Hop, je vais juste reprendre les écrits
d'hier. Ah oui. La compétence de l'abandon et l'autonomie. Cette capacité à être autonome, prendre des décisions seul, avoir la capacité en fait d'interagir avec les autres en étant soi. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est justement, ça va être voilà, une forme de percée dans le trou noir de nos pensées. Une croyance, c'est une cristallisation consciente ou inconsciente que garde notre psyché par rapport à un événement. C'est-à-dire que c'est une émotion plus une pensée. On reprend l'abandon. On va faire l'abandon comme... l'abandon, ça peut rendre dépendant affectif, dépendant à des substances, dépendant à la nourriture, au sport, une forme de dépendance. On voit que c'est assez commun finalement, cette forme de dépendance. Eh bien, et bah d'avoir expliqué, je ne sais plus où je voulais venir. Je voulais en venir. C'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer. Donc, si on a cette croyance que l'abandon est forcément mal, peut-être qu'on va avoir du mal à abandonner les situations qui ne sont pas en conformité, en accord avec notre bien supérieur, ce qui nous fait kiffer, ce qui véritablement nous fait se sentir bien. Et on va peut-être continuer à être dans cette vague, plus ou moins consciente, puisque j'ai la croyance limitante, émotion plus pensée, que si j'abandonne, je suis une mauvaise personne, je vais être quittée, ça va être douloureux, donc je vais me sentir en insécurité, je vais peut-être mourir, je vais culpabiliser si c'est moi qui suis à l'initiative de reprendre ma liberté, puisque finalement j'ai cette croyance que vaut mieux continuer quelque chose de toxique pour soi plutôt que d'abandonner, puisque moi j'ai tellement souffert de l'abandon que je ne veux pas refaire vivre ça. Ça marche pour toutes les blessures. Donc une forme de culpabilité d'exister pour soi-même, d'être en autonomie, puisque je vais croire, je vais supputer que l'autre, que je vais être méchant pour l'autre, que je ne vais pas être responsable, que voilà. Et regarder un petit peu les croyances, les pensées et l'émotion associée qui ne sont plus valides et valables aujourd'hui. Parce que dans un premier temps, quand on est enfant, il y a eu une survie. Si tu m'abandonnes, tu m'humilies, tu me trahis, tu me rejettes, etc., etc., eh bien finalement, je vais devoir m'adapter pour faire en sorte que mes tempêtes émotionnelles ne puissent pas impacter la relation puisqu'il en va de ma survie. Mais à l'âge adulte, plus tard, il n'en va plus de ma survie. Il est possible en fait de traverser au fur et à mesure, et c'est un chemin, cette tempête émotionnelle, retoucher en fait, on va reprendre à la posture abandonnique, c'est-à-dire que si j'ai tendance à me suradapter, à me faire plus petit, ou au contraire à emprisonner l'autre par des stratégies de survie, oui, je peux reconnaître que ces stratégies ont été, stratégies d'évitement pour le rejet par exemple, ils ont été valides et utiles et nécessaires quand j'étais petit. Mais à l'âge adulte, ça m'enferme en fait dans une tempête émotionnelle, dans un vide existentiel qui ne correspond plus justement à mon être entier incarné et qui me prend
profondément la tête, qui me crée en fait un vide existentiel où je deviens l'automate de moi-même à répéter ce qui a été engendré petit. Pour la plupart, c'est petit. Ça peut être un trauma après qui peut activer ça à l'âge adulte. Il y a toutes sortes de possibilités. Hop, ici dans une guidance générale, on va un petit peu dégrossir et généraliser un petit peu. Donc ici, ce qu'on voit, c'est justement, au lieu de ressentir les tempêtes émotionnelles, et ce que je vois, hein, chacun interprète voilà, en fonction si l'on veut. Mais globalement, pour moi, c'est justement ces tempêtes émotionnelles, je les mets dans quelque chose de palpable. Quelque chose que je maîtrise. Et justement, dans cette maîtrise, j'en oublie de vivre. Pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à faire face véritablement à cet équilibre précaire qui m'amène en fait, comme un funambule, à devoir en fait traverser seul parfois, dans un déséquilibre et dans un chaos total, les tempêtes émotionnelles, les pensées dévastatrices, l'image que j'ai de moi-même, l'image que l'on peut avoir de moi, et il y a quelque chose en fait qui est resserré, qui est, mais en fait, qui suis-je si finalement la déconstruction de ce faux self et de ce faux moi qui ne me convient pas totalement, mais j'ai trouvé peut-être une forme d'équilibre, j'ai trouvé quelque chose, oui, peut-être qui me laisse insatisfait, mais qui pourtant ne me fait pas marcher sur des œufs, qui m'apporte en fait une forme de stabilité, une forme de reconnaissance. Ça m'apporte des choses, en fait, de rester là-dedans. Par exemple, pour quelqu'un qui est dans une relation toxique et dans une dépendance affective, ça m'apporte quand même la sécurité d'un cadre extérieur et de ne pas faire face à mon vide existentiel et à ma propre solitude. Ça m'apporte quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fuis moi-même ? Qu'est-ce que je ne veux pas abandonner moi-même, puisque finalement ça m'apporte le fait de ne pas se confronter au vide existentiel, et ça m'enlève finalement la paix, la sérénité et la vacationnes, le pouvoir d'être dans l'instant présent, le pouvoir de me relaxer, le pouvoir d'être en paix. Peut-être parce que je n'ai pas appris ça, et que pour survivre, en fait, il a fallu véritablement m'adapter à des tempêtes émotionnelles qui me dépassaient à l'époque. Donc, comment réussir à pouvoir m'autoriser à être davantage dans la paix, la sérénité et l'inaction, le repos, me faire du bien, me faire plaisir, d'autant plus si je n'avais pas le droit en fait à ces plaisirs simples de la vie, et comment faire face au serpent, à la solitude, à la peur, quand à l'insatisfaction, à la frustration, aux émotions désagréables qui peuvent en fait m'engouffrer dans... voilà, si ici j'imagine en permanence qu'il y a des crocodiles qui vont me manger, j'ai pas envie de traverser. Si je me dis peut-être qu'il y aura des obstacles, même si c'est des crocodiles dans l'eau, eh bien si je ne traverse pas, dans tous les cas, je serai obligée de rester là. Donc est-ce que je prends la responsabilité de traverser et de prendre ce risque, ou au contraire est-ce que je reste dans le statu quo qui finalement m'apporte peut-être encore suffisamment pour rester? Et ça, c'est une question de choix et de responsabilité. Bien, on va continuer. Ici, on a l'automne, mais qui est pas... qui est sur le côté. Hop, on avait la corne d'abondance qui est sur le côté. On a le monde sur le côté. Et pour moi ici, je dirais la comparaison, la compétition qui est à l'envers. Ok. Et on ira voir à la fin le dos. Ok, ici.
qu'est-ce que j'intuite un petit peu? En fait, il y a un dépouillement partiel de ce qui est attendu par le monde. On est dans une société en fait matérialiste, consumériste. On est dans une société, surtout pour l'Union européenne par exemple, nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des consommateurs. Je sais plus si c'est ça exactement le nom consommateur, mais bref. Et le Parlement européen a été inventé plus tard pour finalement rajouter un semblant de démocratie partielle à cette institution qui est basée justement sur la consommation, la libre circulation des biens et des personnes. Donc, on peut voir ça d'un prisme de liberté sur certaines phases et un prisme de perte de certaines valeurs, de l'environnement, de respect de l'humain et de l'humanité des animaux et de la nature sur d'autres, puisque tout est remplaçable, consommable. Et là on voit un petit peu avec justement les nouveaux accords de libre-échange qui sont en train de naître et de voir que tout est basé sur quelque chose de je te donne et tu me donnes quelque chose, non pas dans l'intérêt de la population ou du peuple, mais dans un intérêt en fait de libre circulation des biens. Bon, je pense à l'agriculture, avec leur nouvel accord, le mercato, je sais pas trop quoi. Bref, qui font en sorte de recevoir des poulets en France et de donner en échange des choses, alors que nos agriculteurs en France auraient davantage besoin d'aide. Quand on voit le taux de suicide, quand on voit justement avec la PAC, politique agricole commune de l'Union européenne, on calque un modèle qui ne fonctionne pas alors qu'on érige des règles absurdes pour les agriculteurs. Bref, pourquoi je raconte tout ça? Pour se dire qu'il y a en fait cet inconscient un petit peu collectif en France de marcher un petit peu sur son voisin pour acquérir la première place. Qu'il y a en fait, tout est remplaçable. Moi j'ai travaillé dans une entreprise de sport où justement cette politique c'était si tu n'es pas content de toute façon tu es remplaçable, tout est remplaçable. Et bien quand on voit un petit peu les relations interpersonnelles, par exemple moi je pense à un thérapeute. Et ben moi je trouve pas que tous les thérapeutes soient remplaçables. Moi mon ostéo par exemple, je fais 1h30 de route pour aller le voir parce que je n'ai pas trouvé dans mon environnement de proximité un meilleur ostéo d'un point de vue humain et d'un point de vue professionnel. Et lui il me disait choisis toujours une ceinture marron ou une ceinture noire. Et lui c'est une ceinture noire sans doute, marron peut-être, je ne sais pas, pour moi plutôt noir. Et bien c'est pareil à peu près pour tout. Quand on choisit une entreprise, effectivement on peut choisir un petit peu par défaut et parfois on n'a pas le choix. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de choisir quelque chose parce que j'avais un objectif ou parce que j'avais de l'urgence ou parce que j'avais un besoin tout simplement. Je suis en train de faire une digression de fou. Et donc, quand on renverse un petit peu, et je reviens ici, quand on renverse un petit peu cette nature de finalement tout est consommable, tout est remplaçable, et qu'on le mette dans un point de vue un petit peu humain, moi ce que je vois là-dessus, c'est un arbre. Ici, la nature, plongée aussi ici dans de la terre, donc dans les racines profondes. Et ici,
quelque chose où ce sont des arbres qui sont plantés. Donc quelque chose de très naturel. Et on revient ici, pareil, avec cette image de la corne d'abondance qui est représentée aussi par la nature. Ah, attends, je suis en train de boire. En même temps, je clarifie mes pensées parce que je vais un petit peu... j'ai cette tendance à la digression. Digression, madame. Une idée peut en amener plusieurs autres. Donc je vais essayer de canaliser un tout petit peu mes pensées pour revenir finalement à l'essentiel. Et justement, l'essentiel ne serait-il pas justement cette solidarité à vivre en harmonie ensemble sur une même terre qui a besoin en fait de cette conscience pour pouvoir survivre et s'expandre. Amis de la philosophie, bonjour ou bonsoir. Bon, bref, d'un point de vue un tout petit peu plus pragmatique peut-être, basé sur l'individu, voilà. Basé sur ce microcosme qu'est l'individu et qui crée en fait ce macrocosme qui est finalement la société. Si je renverse en fait au fur et à mesure mes croyances limitantes, mes pensées limitantes, mes blessures et mes failles et ce trou béant qui est en moi. Si au fur et à mesure je me dépouille en fait, il y a une partie qui est déjà dépouillée grâce à la résilience et grâce aux épreuves que m'a mis la vie sur mon chemin. Si je me suis fait abandonner petit et qu'après je me refais abandonner plusieurs fois, je crée les compétences de l'autonomie. Et ce qui est intéressant, je suis en train de lire Respire de... Ah, je vais chercher. Encore une digression de Maud Ankawa. Et franchement, si vous avez un petit coup de blues, j'ai lu les 2 premiers là. C'est magnifique, voilà, pour nous ramener un petit peu de gaieté, de bonheur, de foi, magnifique. Bon. Donc, le personnage, et je vais pas spoiler, s'est fait abandonner. Et il a développé la compétence de l'autonomie. Quand je reviens à la conférence, j'ai plus le nom de ce monsieur, c'est dommage parce qu'il explique bien les choses et ça peut compléter. C'est par la répétition aussi que notre système peut évoluer. Et on voit ici qu'il y a une partie de dépouillement pour justement ne plus voir la terre, les gens comme quelque chose de pesant, comme quelque chose, je reviens avec la phrase de l'enfer c'est les autres de Sartre. Non, l'enfer c'est ses propres croyances et ce qu'on a pensé et ce qu'on a fait de ce qu'on a fait de nous. C'est mes propres perceptions qui m'enferment, c'est mes propres croyances qui m'enferment, parce que la douleur est là. Et finalement, si je choisis de souffrir, c'est-à-dire si je fais une résistance à la douleur, il y aura justement cette souffrance. Et parfois, la souffrance est inévitable en fonction justement des failles qui ont été faites et des douleurs. Quand ça dépasse un certain stade, eh bien effectivement ça se transforme en souffrance puisqu'il y a une résistance. Et on peut voir véritablement que cette souffrance peut faire mourir véritablement. J'ai lu il n'y a pas longtemps, je sais plus dans quel livre. Est-ce que ça va me revenir? Non.
j'ai lu que ceux qui... C'était au Bataclan. Ceux qui ont dû sauter par la fenêtre n'ont pas été morts à l'impact du sol, mais ont été morts en l'air, parce que tellement leur système nerveux était pris d'effroi, qui sont morts un petit peu, est-ce que c'est crise cardiaque, je ne me rappelle plus du terme médical exact, mais en tout cas ils sont morts en sautant, tellement il y avait de la terreur, tellement il y avait de l'effroi, qu'il y a eu en fait un arrêt, non pas au sol mais bien dans la chute. Ce qui prouve en fait qu'il y a des limites à la douleur que peut ressentir le corps humain, et ce qui prouve aussi que, enfin, même si c'est limite, et c'est ce qui a été dit, je me demande si c'est pas dans le livre de Véronique Cohn sur Quel amoureux êtes-vous, où elle reprend un petit peu les blessures. Intéressant comme livre. Bref, eh bien, ce qui prouve aussi, enfin, ce qu'elle dit aussi dans son livre, c'est que pour arriver à cet état d'effroi, eh bien, il y a quand même besoin d'énormément de chocs, que le choc soit vraiment très, très important, parce qu'il y a une sorte de perméabilité quand même du système. Tout ça peut-être pour rassurer, pour dire... Vous pouvez quand même être dans un état de douleur et de souffrance que votre corps va accepter, et vous n'allez probablement pas mourir pour ça. Je sais pas si c'est très très rassurant. Bref, c'est là où je me dis, on ne peut pas toujours trouver les bons mots au bon moment. Je ne sais pas si c'est le meilleur mot. Bref. Tout ça pour dire en même temps qu'il y a une partie qui est déjà dépouillée, une autre qui est à dépouiller pour pouvoir en fait continuer avec ce vivre ensemble et être un peu plus dans la paix avec soi et les autres, et avec en même temps ses propres racines. Si j'ai honte d'où je viens, eh bien finalement je ne vais pas pouvoir en fait m'expandre à 100%, puisque la honte va créer en fait une forme de cristallisation interne, c'est-à-dire des émotions et des croyances qui sont encore enfouies dans mon corps, dans mon esprit, et qui m'empêchent finalement de me réaliser pleinement. Donc si d'un coup je prends la responsabilité de reprendre la première place de ma vie, plutôt finalement que de laisser aussi les circonstances décider pour moi. C'est comme si j'avais, si on reprend l'abandon, j'ai pu en fait abandonner la première place pour laisser en fait un autre ou une autre pouvoir décider à ma place de ce qui est bon pour moi. Et ça a été nécessaire et utile à un moment donné, puisqu'il en valait de ma survie. Et peut-être que maintenant, les circonstances ont évolué et que je peux rentrer dans un processus qui me permette de me dépouiller de ces anciens schémas et d'arriver en fait à m'élever. Voilà. Hop, on a la dernière carte qui sont les champignons. Et voilà, dans le voyage chamanique, l'autre jeu, les champignons sont reliés à la guérison. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est de voir que ces champignons sont mortels. Eh bien, quand on a été exposé à un poison mortel, on dit que l'envie et la jalousie peuvent faire mourir. À travers par exemple le harcèlement, le cyberharcèlement ou autre chose, hop, il y a des gens qui peuvent se donner la mort pour ça. Donc, si j'arrive à survivre au poison, je crée à l'intérieur de moi l'antidote. Si j'ai survécu à l'abandon,
je crée l'antidote au fur et à mesure de l'autonomie. Donc si, je vais vous redonner ce qu'il a dit hier, et je vais essayer de vous donner le nom aussi pour rendre à César ce qui est à César. Alors... Et pour vous dire en même temps, si ça vous intéresse de faire des recherches, de pouvoir aller creuser avec lui, j'aime bien sa façon d'expliquer. Suneva, S-U-N-E-V-A, où il explique sur les 5 blessures, se libérer de relations toxiques, etc., etc. Bien sûr, il y en a d'autres, mais celui-là est récent. Bon, alors, je vais vous dire un petit peu son enseignement que j'ai reçu hier. Pour l'abandon, je vous ai dit que c'était l'autonomie. Donc, c'est-à-dire, je prends le poison de l'abandon et je survis à cet abandon. Eh bien, au fur et à mesure, je développe l'autonomie. Si je survis, la même chose, j'ai le poison du rejet, je te rejette, je t'exclus. Hop, la compétence associée et le leadership. La trahison, le poison de la trahison, l'antidote, la compétence associée et la liberté d'agir et la croissance. Donc, est-ce que je suis en capacité de dire merci à la trahison, merci à mes bourreaux, merci à la vie de m'avoir autant donné ce poison, puisque j'acquiers la liberté d'agir et la croissance. Est-ce que je peux faire ça? Pour l'humiliation, l'estime de soi. Pour l'injustice, la gratitude. Voilà. Donc, à chaque poison, son antidote. Et pour revenir justement à cette forme un petit peu décomplexée de soi, quel antidote j'ai besoin de développer? Ici, justement, avec cette percée, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de la clarté. Ok, hop. Alors, je range tout ça et on va, hop. Et on va quoi? On va bientôt conclure. On va bientôt conclure. Avec quoi? Ok, avec le jeu d'Anne Tufigo, l'oracle des signes. Alors, je crois qu'il faut prendre une carte des nombres, une carte ici et une carte ici. Hop, allez. C'est parti, c'est parti. Le 2 avec la femme. Hop,
15. Hop. Et le 72. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Bon, ça parle de la femme. Alors, hop, je prends là les significations directement du livre. Alors, elle dit finalement il y a des erreurs d'interprétation qui peuvent être possibles justement dans les tirages. C'est pour ça qu'il y a peu en fait de personnages dans son livre. Et ici, voilà. Voilà, c'est pour énoncer véritablement la femme. Et ensuite, il y aura des... puisqu'il y a... Voilà. Il y aura des... J'essaie de résumer sans tout lire. Il y aura en fait des... Ah, j'ai perdu le mot. Plus d'informations, c'était pas ça que je cherchais, c'est pas grave. Plus d'informations avec les cartes environnantes. On va directement aller voir les cartes environnantes. Alors, c'est le nombre 15. Tentation, confrontation aux peurs. Alors, le nombre 15 possède un certain goût pour l'interdit, semblable au feu de la rampe qui nous porte au nu tout autant qu'ils finissent par nous éblouir. Ne parle-t-on pas de quart d'heure de gloire dans le langage populaire? Le 15 revêt toujours un caractère d'urgence. C'est le numéro que l'on compose en cas de problème de santé et l'âge auquel on a établi légalement la maturité sexuelle en France. Le 15 attire comme il répugne. Dans le tarot de Marseille, il met en avant le célèbre diable, un personnage ailé, tenant un flambeau et une épée. Cette lame nous rappelle qu'avant d'incarner aux yeux des hommes le mal absolu, le diable était un ange. Il attire notre attention sur cette même part de yin et de yang qui nous compose. Le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que d'obscurité, de noirceur et de colère. Elle nous engage à ne pas plonger dans les excès et les dépendances. Attention aux situations financières précaires, à la part du gain qui endort notre vigilance dans des investissements futurs. Derrière chaque dépendance se cache une peur irrésolue. C'est la raison de notre pacte avec le diable. Les drogues, l'alcool, la luxure, les dépenses inconsidérées et les psychotropes ne doivent pas devenir des écueils faciles. Le nombre 15 nous demande également de ne pas nous laisser aller à des attitudes excessives et de ne pas prononcer des mots ravageurs qui abîmeraient nos relations amicales et affectives. Le nombre 15 est l'apanage des magnétiseurs et par extension des personnes qui travaillent dans les énergies terrestres ou spirituelles. Il nous engage dans un contrat d'honnêteté et d'équité avec tous ceux qui requièrent notre aide. Il pose un impératif, rester dans l'humilité et ne pas confondre l'impuissance avec le pouvoir. Celui qui maîtrise ses tentations devient le maître le plus puissant de ses peurs. Et on va aller voir directement le 72. Les âmes sœurs. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Combien de regards se croisent chaque jour dans les foules terrestres? Combien d'inconnus vous frôlent
sans vous voir? Combien de mains avez-vous serrées par politesse sans même esquisser un sourire? Et puis vient le jour de vos retrouvailles avec votre âme sœur. Avez-vous déjà eu la sensation de connaître une personne depuis toujours, alors que vous n'échangez ensemble que depuis quelques instants? Avez-vous vécu ce sentiment étrange de familiarité avec un parfum inconnu? Votre âme n'oublie jamais un membre de sa famille. Vous venez de faire une rencontre importante sur votre chemin terrestre. Ne tombez pas dans le piège de la littérature romantique où les princesses sont libérées de donjons embrumés par des princes qui les enferment dans des châteaux non moins obscurs. Vous venez de rencontrer votre âme sœur, celle qui vient vous délivrer un enseignement précieux. Elle peut vous emmener sur les chemins de l'amour, comme sur ceux de la désillusion. Vous avez pris un engagement fort, celui de vous aider à grandir mutuellement, riche des expériences que vous allez vivre ensemble. Ouvrez grand les yeux pour découvrir sur quels traits se cache votre âme sœur. Déciderez-vous de vivre une histoire d'amour et d'épouser votre contraire à la recherche de l'harmonie et de l'apaisement? Se cachera-t-elle sous les traits d'un confident ou d'une aimable voisine de palier que saura toujours vous devenir et vous épauler? Bien triste serait celui qui voudrait restreindre la formidable aventure des hamsters à une bluette passagère. Plongez en votre âme pour vous souvenir des enjeux qui lient ce pacte intense d'amour. L'apprentissage passe souvent par la souffrance et le dépassement de soi. Vous serez irrémédiablement confronté à cette question existentielle. Ai-je tout fait en mon âme et conscience pour aider mon âme sœur à grandir? Ai-je résolu notre problématique? Les âmes sœurs ne se disent jamais au revoir, mais à bientôt. Waouh! Tu vois, j'ai presque peur là de faire une erreur d'interprétation, comme elle disait ici, qu'on écoute un petit peu son justement, elle dit d'écouter son intuition plutôt que ses sentiments un petit peu subjectifs. C'était pas dit exactement comme ça, mais justement c'est une interprétation. Donc la femme, le 15, les tentations, et votre âme sœur vous attend. Je trouve ça très énigmatique. Et je me dis que pour chacun là, moi j'ai, comment dire, tentation, confrontation ou peur. Est-ce qu'il y a une relation justement qui a pu bouleverser et se confronter à ses pires tentations et ses pires peurs, un petit peu à ses abysses, et qui a pu en fait se faire confronter dans ce miroir que l'autre nous tend pour apprendre à se voir nous-mêmes. Quelle peur ça a fait jaillir. Est-ce que j'ai tendance à projeter sur l'autre ce qui finalement n'arrive pas à être émergé de moi-même? Très intéressant. Je vais juste prendre un petit message de conclusion, justement, avec le petit oracle de l'intuition. Hop, je vais laisser ça là en attendant. Alors, on a la frustration, l'action, l'apprentissage, on a merci. Oula. On a la force et on a le retard. Ok. Frustration.
La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Apprentissage, chaque expérience est utile. Elle relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ce qui est hyper intéressant en fait, quand on voit un petit peu toute cette guidance sous un prisme relationnel, et tout ce qui a pu être dit et révélé un petit peu avant, c'est de se dire peut-être que le chemin n'avance pas tel que je voudrais qu'il soit, mais il se dessine tel que mon corps, mon cœur, mon esprit peut être révélé. Si j'accueille la femme que je suis à l'heure actuelle, il y a cette possibilité de transcender, de transmuter les énergies du diable pour justement en fait remercier tous les apprentissages passés, présents et futurs que l'autre peut me révéler sur mes propres carences et mes propres souffrances. Donc si on peut poser un petit regard de gratitude pour terminer, un petit regard de bienveillance envers nous-mêmes, envers nos expériences, envers ce qui a été créé. Je nous invite à prendre une grande inspiration, à respirer pleinement, à prendre juste ce petit temps pour se dire merci. Dire merci à l'univers. Merci à ce qui est. Et merci à vous.